On va s'intéresser donc à la situation en Israël. L'État hébreu est-il de plus en plus marginalisé sur la scène internationale? Donald Trump refuse de mettre les pieds en Israël alors qu'il effectue en ce moment, vous le savez, une tournée dans le Golfe Persique et les dirigeants internationaux commencent à avoir des mots très durs envers Benjamin Netanyahou, à l'image d'Emmanuel Macron sur TF1 hier soir. Vous venez de l'entendre, le chef de l'État est même apparu assez en colère. J'ai été l'un des seuls dirigeants à aller à la frontière, à Al-Arish, en Égypte, il y a peu, avec le président Sisi. J'ai vu des femmes, des enfants blessés, oui. Une femme, la colonne vertébrale qui avait été brisée, qui a passé 6 mois sans soins. J'ai vu des femmes qui, les cicatrices n'étant pas refermées, disaient « je veux retourner à Gaza ». C'était l'une des pires choses qui m'a été donnée de voir. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de médicaments. On ne peut plus sortir les blessés. Les docteurs ne peuvent plus y aller. Et je veux saluer le travail des humanitaires que j'ai vu à Al-Arish, les Médecins sans frontières, toutes nos ONG avec le centre de crise du Quai. Ce qu'il fait, c'est une honte. Le « il » en question, évidemment, il s'agit de Benjamin Netanyahou. Donc ce qu'il fait est une honte, a dit le chef de l'État hier soir. Colonel Pierre de Jong pour l'analyse. Bonjour. Bonjour. On rappelle, consultant géopolitique LCI, vice-président de l'Institut Thémis. Sylvie Berman, bonjour. Bonjour. Ancienne ambassadrice de France en Russie. Et Magali Barthez, éditorialiste internationale pour notre chaîne. Bonjour Magali. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron a des mots aussi sévères envers le Premier ministre israélien. Alors déjà, à son retour de ce voyage en Égypte, les mots étaient beaucoup plus durs. Mais là, c'est vrai qu'on a senti un Emmanuel Macron qui était bouleversé. C'est ce qu'il dit lui-même. Ce sont les mots qu'il emploie lui-même. Et c'est vrai qu'il n'a pas mâché ses mots face à Netanyahou, qui lui a d'ailleurs déjà répondu. Ah ben on le regarde, effectivement, c'était il y a quelques minutes avant Absolument. de prendre le train. Regardez ce que dit le Premier ministre israélien, une réaction assez cinglante. Macron a de nouveau choisi de se ranger du côté d'une organisation terroriste, islamiste, meurtrière et d'en relayer la propagande ignoble accusant Israël de crimes rituels. Et il a fait cette déclaration, Benjamin Netanyahou, devant des réservistes israéliens, donc il y a quelques minutes. Et malgré évidemment ce que dit Emmanuel Macron, ce que dit aussi le chancelier, ce que dit aussi par exemple le chancelier allemand, qui appelle à trouver des solutions absolument le plus vite possible, eh bien Netanyahou enfonce le clou et dit donc dans les prochains jours nous entrerons avec toute notre force pour achever l'opération et vaincre le Hamas. Donc il y a une détermination sans faille malgré le tollé international du côté de Benjamin Netanyahou, malgré les ONG qui ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur, en effet, la faim utilisée comme arme de guerre. Ça, ce sont les mots de Médecins du Monde hier. Et face à cette détérioration de la situation humanitaire à Gaza, où l'aide humanitaire, en fait, ne rentre plus depuis maintenant plusieurs semaines. Exactement. On va juste rappeler les dates. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Parce qu'effectivement, Israël a repris le 18 mars son offensive sur la bande de Gaza après les 2 mois de trêve. Et effectivement, depuis début mars, depuis le 2 mars, plus aucune aide, plus de nourriture, plus d'eau ne peuvent pénétrer dans la bande de Gaza, d'où cette situation d'urgence à laquelle on assiste et d'où les mots de plus en plus durs de la communauté internationale. Les mots peuvent faire des choses dans cette situation. Les mots sont importants? Alors, les mots sont importants, effectivement, mais je pense que de toute façon, Benjamin Netanyahou a fait ce choix depuis pratiquement le début du conflit. En réalité, la libération des otages est toujours passée au second plan. Il y a eu des interventions, il y a eu des échanges, mais lui, sa priorité, c'est l'élimination du Hamas, ce qui n'est pas possible. Donc, face à une situation d'échec, il est dans une logique qui est, je ne vais pas dire escalatoire, je crois que le mot n'existait pas avant la guerre en Ukraine, mais qui est un peu une montée aux extrêmes et qui est effectivement choquante à partir du moment où effectivement ça concerne des femmes, des enfants qui sont privés de soins et privés de nourriture et parfois d'eau. Quand il y a des victimes collatérales, c'est des choses qu'on comprend dans une guerre et Israël est tout à fait fondé à se défendre après le massacre du 7 octobre, mais il le fait de manière indéterminée en ne respectant aucune règle internationale. On va avoir un témoignage d'un journaliste gazaoui dans un instant. D'abord, on va rester sur ce poids des mots. Emmanuel Macron, hier, a refusé de qualifier de génocide ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la bande de Gaza. Il dit que c'est aux historiens de le faire, pas aux hommes politiques.
Le président brésilien Lula n'a pas ce genre de considération. Écoutez. J'espère que Donald Trump peut faire quelque chose pour mettre fin au génocide. Je vais répéter ce mot. Génocide. Il faut mettre fin au génocide dans la bande de Gaza. Ce n'est pas une guerre. Il le répète à plusieurs reprises et ça va même plus loin parce que pour la première fois, un haut fonctionnaire des Nations Unies a prononcé lui aussi ce mot de génocide. C'était hier soir, quasiment au même moment de l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1. C'était donc à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutez. Pour ceux qui sont tués et ceux qui sont réduits au silence, allez-vous agir de façon décisive pour empêcher un génocide et s'assurer que le droit humanitaire international soit respecté? Israël impose délibérément et sans vergogne des conditions inhumaines aux civils dans les territoires palestiniens occupés. Depuis plus de 10 semaines, rien n'est entré à Gaza. Ni nourriture, ni médicaments, ni eau, ni tente. Voilà, il a demandé à ce Conseil de sécurité d'agir enfin. Je parlais du poids des mots. Effectivement, il y a Emmanuel Macron qui se fait de plus en plus sévère avec Benyamin Netanyahou. Et il y a ce mot génocide qui est de plus en plus repris. Est-ce que là, ça peut avoir une conséquence ou pas? Alors, c'est trop tôt pour le dire, bien évidemment. On est dans la période initiale. Le mot génocide, pour l'instant, n'a été attribué que dans quelques conflits. Bon, bien sûr, la Shoah, la guerre en Arménie, etc. Donc, il y a toute une série de pays. C'est extrêmement ciblé. Et les conditions, si vous voulez, du génocide, elles sont extrêmement précises. Donc, je ne suis pas un grand spécialiste des génocides. Et ça appartient, encore une fois, aux Nations Unies de le définir. Je crois que c'est effectivement, le président Macron a raison. C'est pas un chef d'État de décider si c'est génocidaire ou pas. Ceci étant dit, la situation telle qu'on la voit apparaître, elle est quand même incroyablement triste, quelque part. Cette population qui est prise au piège. Pourquoi les portes de Rafah ne sont pas ouvertes? Pourquoi l'Égypte n'ouvre pas ses portes en créant alors un énorme camp? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Encore une fois, c'est peut-être pas une solution, mais ils veulent pas le faire. Pourquoi? Parce que d'abord, évidemment, ils veulent pas voir le Hamas se répandre en Égypte. Donc c'est une mesure de sûreté. Donc il faudrait ouvrir ses portes. C'est comme une espèce de une bouteille de Coca-Cola qu'on bouge pendant des heures et on laisse le bouchon dessus. Au bout d'un moment, ce bouchon va exploser. Donc c'est vrai que les conditions. Si c'est un génocide, je pense que évidemment les Israéliens sont responsables de quelque chose, mais également les pays voisins qui n'ont rien fait. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement prudent sur l'approche de ce conflit, sachant qu'on ne parle jamais des otages, et on voit que en fait, l'Israël a repris des opérations militaires en fait, pour tuer systématiquement tous les chefs. Actuellement, ils recherchent le frère de Sinwar, c'est Mohamed Sinwar, qui est en fait caché sous un hôpital à Khan Younis. Ils espèrent le toucher. Donc c'est vrai qu'ils essayent de couper la tête, de l'hydre pour éventuellement laisser la population respirer, mettre en place un nouveau système, éventuellement aller vers une accalmie. Mais si vous voulez, l'étape qui a été ratée, c'est vraiment la libération des otages. Rappelons-nous, il y a encore quelques semaines, il y avait des séquences de libération d'otages où là, le Hamas avait un comportement absolument scandaleux, absolument inadmissible. Donc c'est vrai, ça, j'imagine qu'en Israël, ça a dû faire monter la pression. Donc on a deux drames simultanés. Donc c'est pour ça qu'on est bien à l'aise sur les plateaux, là. Et vous voyez, et on amène des jugements alors profondément. Moi, ce que je crains également, c'est que la prise de position du président, malheureusement, accentue en tout cas, met un doigt sur la mécanique antisémite qui existe en France et en Europe. Et malheureusement, le fait de dire ça, ça accentue par la force des choses, ça donne du grain à moudre aux antisémites français. Donc tout ça, cette agitation un petit peu trop forte. Moi, j'aime bien la diplomatie telle que la pratique Sylvain Berman, une diplomatie confidentielle, secrète, délicate, en tout cas confidentielle. Les grandes déclarations au micro, ça marche jamais. On le sait tous, c'est du décorum pour faire plaisir à ses électeurs quelque part. Ça marche jamais. Pardon, Sylvie Berman, j'ai envie de vous entendre aussi sur ça, sur ce point de vue. Mais et plus loin, c'est-à-dire qu'un haut commissaire des Nations Unies qui pour la première fois prononce ce mot de génocide dans l'enceinte des Nations Unies, est-ce que c'est un tournant? Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il faut empêcher un génocide. Il ne dit pas que le génocide est en cours. Donc, c'est un petit peu ambigu. Et ce n'est pas lui, de toute façon, qui est légitime pour définir ce qu'il se passe actuellement à Gaza. C'est la Cour pénale internationale. Lui, il s'occupe des secours. Il faut faire attention, effectivement, aux mots qu'on prononce, parce qu'ils ont un sens, ils ont des conséquences.
Et il faut rappeler aussi que les actes antisémites, la multiplication a commencé le 7 octobre et pas avec les représailles israéliennes. Et donc, c'est une situation qui est explosive dans un certain nombre de pays, y compris dans notre pays. En tout cas, l'État hébreu se défend sur cette notion même de famine. Il n'y a pas de famine en ce moment à Gaza. Écoutez. Il n'y a pas de famine dans la bande de Gaza. Ce n'est tout simplement pas vrai. Pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est la situation actuelle. Et nous surveillons la situation en permanence pour voir si quelque chose doit être changé ou non. Alors, il est très difficile de connaître précisément la situation à Gaza parce qu'effectivement, il n'y a quasiment plus d'humanitaires sur place. Il y a de moins en moins de journalistes qui peuvent témoigner. Les communications sont extrêmement difficiles, donc on a voulu avoir un témoignage direct, celui du journaliste Rami Abou Jamous. On ne peut pas l'avoir en direct parce qu'effectivement, les communications sont extrêmement difficiles, le réseau n'est pas bon, donc il a enregistré son témoignage pour nous, pour LCI. Il témoigne donc de son quotidien. Malheureusement, un quotidien très dur. Ça commence très tôt le matin, il faut se réveiller tôt, il faut aller chercher déjà de l'eau, parce que l'eau, c'est le plus important pour nous. Et surtout que l'infrastructure de distribution de l'eau, les canalisations a été bombardée, les puits d'eau a été bombardés. Tout a été détruit par l'armée d'occupation, malheureusement. Donc il faut chercher de l'eau. Et là, quand je parle de l'eau, c'est de l'eau normale, je ne parle pas de l'eau potable. L'eau potable, malheureusement, devient de plus en plus rare. Après, il faut chercher du bois, parce que pour cuisiner aujourd'hui, on n'a pas de gaz de cuisine. Ça fait 2 mois qu'il n'y a pas de fioul qui entre dans la bande de Gaza. Après le blocus imposé par l'armée israélienne contre la bande de Gaza depuis le 2 mars. Et chercher du bois, c'est aussi beaucoup de travail. Il y a ceux qui ont les moyens, ils achètent le bois. Il y en a d'autres qui font le tour de la ville avec leurs enfants pour chercher quelques bois ou bien quelques papiers ou tout ce qui est combustible pour allumer le feu et pour faire quelque chose. Le repas principal, la majorité de la population, ils ont un seul repas par jour parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il n'y a pas grand-chose dans le marché à part les boîtes de conserve. Et la quasi-totalité de la population, malheureusement, dépend actuellement sur ce qu'on appelle les tequillas. Ce sont des cuisines communautaires. Malheureusement, ces cuisines ont été bombardées par l'armée depuis 2 mois et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de cuisines. Les gens, ils essayent de trouver une autre solution, mais il n'y a pas d'autre solution. Ceux qui ont de la chance, ils font un peu du pain avec eux. Ceux qui n'ont pas de la chance, ils ne font pas. Malheureusement, la majorité des gens aujourd'hui dépendent d'aide humanitaire. Et il n'y a pas de travail. Ceux qui avaient un peu d'argent, ils n'ont plus d'argent. Ceux qui travaillaient, ils ne travaillent plus. Tout le monde dépend de cette aide humanitaire. Et malheureusement, cette aide humanitaire n'entre pas depuis 2 mois. Voilà, témoignage extrêmement précieux qui prouve que tout devient de plus en plus compliqué. Absolument, et c'est les témoignages qui remontent. On a beaucoup suivi, nous, à LCI, en effet, ce journaliste palestinien qui, avec sa famille, sa femme et son petit garçon, ont été obligés d'aller vers le sud de la bande de Gaza, qui sont revenus chez eux et Israël réclame à nouveau l'évacuation du nord de la bande de Gaza, qu'on est dans un contexte qui est extrêmement compliqué, évidemment, pour les populations locales qui ne savent plus où aller, qui ne savent plus quoi faire et qui voient bien en face que Israël est en train de préparer une opération extrêmement massive. C'est ce que ne cesse de dire Benyamin Netanyahou en disant on va y aller, on va continuer le travail. On a un Benyamin Netanyahou qui est aujourd'hui dans une position extrêmement aussi compliquée, qui a ses ministres d'extrême droite qui le poussent à réoccuper complètement la bande de Gaza. Et on voit bien avec la tournée de Donald Trump dans les pays du Golfe que Donald Trump prend lui aussi ses distances. Il a soigneusement évité de passer par Israël alors qu'il était en Arabie Saoudite hier, au Qatar aujourd'hui, aux Émirats demain. Et il y a manifestement une angoisse qui est en train de monter du côté des dirigeants israéliens qui avaient beaucoup misé sur l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et qui voient que le dialogue est extrêmement compliqué avec Trump, qui met Netanyahou sur la touche, qui veut aboutir sur ses négociations avec l'Iran et qui voit bien que ce conflit à Gaza est extrêmement compliqué à résoudre. Donc, il s'en désintéresse aussi d'une certaine façon. Mais ce qui marque là dans la séquence de ces dernières heures, avec la réponse de Netanyahou qu'on entendait tout à l'heure, c'est vraiment que malgré le tollé international, malgré les menaces,
il y a une volonté vraiment d'aller jusqu'au bout. Les frappes sur l'hôpital de Gaza pour chercher justement certaines têtes du Hamas ont été dévastatrices. Ce sont 9 bombes qui sont tombées, d'après nos correspondants en Israël, de manière extrêmement encore violente et radicale. Exactement. J'allais dire désengagement, c'est pas le désengagement, mais la volonté de Donald Trump expressément de ne pas mettre les pieds en Israël alors qu'il est tout proche dans sa tournée dans le Golfe Persique, c'est un signe fort. Est-ce que ça, Israël peut craindre effectivement cette prise de distance américaine ? Je ne crois pas. Encore une fois, le faire est engagé. Par contre, c'est un signe politique qui est assez fort. Le fait que le président américain n'y aille pas, effectivement, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire pas qu'il les intéresse, en tout cas qu'il prend des précautions pour ne pas mettre le doigt dans l'engrenage. Le deuxième point qu'on peut se poser comme question, moi j'ai été plusieurs fois à Gaza, je connais vraiment bien, les Palestiniens sont des gens absolument adorables. Le problème, c'est qu'on peut s'interroger sur l'existence potentielle d'un État palestinien. On en parle sans arrêt. Gaza, c'est un enfermement. Encore hier. C'est une prison, mais évidemment. Donc le dire, et pour faire quoi ? Pour faire comme en 48, pour créer les mêmes conditions. Là, c'est vrai qu'on voit bien qu'Israël aujourd'hui est en situation extrêmement tendue avec les Iraniens qui les menacent de la destruction permanente. Bon, ils ont réussi le gros coup d'éliminer quasiment le Hezbollah. Ils ont bien entamé le Hamas, donc ils sont sur une logique, très guerrière. Et en fait, ils vont pas s'arrêter parce que le problème, c'est que je vois bien ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'il faut aller au bout du processus, puis après on verra comment on va gérer la situation. Et nous, malheureusement, Européens, on est très mal à l'aise parce qu'on voit la situation humanitaire et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de les mots ? On fait quoi ? On coupe quoi ? On met des sanctions en place ? On arrête la livraison d'armes ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est un État guerrier, Israël. Donc c'est un État qui est en guerre. C'est un État guerrier aujourd'hui qui règle ses comptes. Ils ont encore 50 otages. On sait que les otages ont été torturés. Les femmes ont été violées. Bon, le problème, c'est qu'il règle ses comptes. C'est la loi du talion qui s'applique. Et c'est horrible parce que quand on voit ces images à la télévision, c'est un choc pour les hommes politiques, pour la population, pour tout le monde, bien évidemment. On est impuissant ou pas ? D'un mot, je crains en particulier que l'Union européenne soit impuissante depuis le début de ce conflit. Elle n'a rien pu faire. Elle a perdu un petit peu sa crédibilité dans la région alors qu'elle en avait eu. Je pense que Donald Trump n'a pas complètement abandonné parce que qu'est-ce qu'il fait dans sa tournée ? Il essaie d'obtenir une normalisation des relations avec Israël, entre la Syrie et Israël, mais je pense en Arabie Saoudite aussi, même si l'Arabie Saoudite a mis une condition qui est la reconnaissance d'un État palestinien.